Et voilà, alors, bienvenue à tous, à ce webinaire. Mon nom est Renée Lévesque, je travaille pour Cheval Québec. Bienvenue, à ce webinaire qui va parler de la responsabilité d'un centre équestre. Alors, pour débuter, je vais, vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Alors, les micros sont fermés, les caméras sont fermées. Vous pouvez utiliser dans le bas de votre écran les Q&A, questions et réponses pour poser les questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure. Maître Poirier, prêt à répondre à certaines questions si ça touche une partie de la conférence particulièrement, plutôt que d'en parler, que de revenir à la fin. Alors, posez vos questions et moi, je vais les poser à voix haute là, à Maître Poirier. Alors, Maître Poirier est un avocat depuis 2012, pratiquant principalement en responsabilité civile des entreprises, en assurance et en construction. Il monte à cheval depuis 1989, à l'époque dans la région de Saint-Lazare, maintenant sur la rive nord de Québec. Il a déjà participé à des concours du circuit A en chasseur-sauteur. Maintenant, il s'occupe de ses 4 chevaux à la maison et fait principalement de la randonnée. Il collabore avec Cheval Québec sur différents projets et publie dans le magazine dans Cheval Québec Magazine depuis plus ou moins 2013. Alors, je vous cède la parole, Maître Poirier. Merci René, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Au fil des années, j'ai quand même reçu plusieurs questions de certaines personnes de Cheval Québec, des membres ou des non-membres, et avec René et les autres personnes de l'équipe de Cheval Québec, on considérait qu'un webinaire sur la responsabilité civile des centres équestres était vraiment utile, ou en tout cas le serait, pour répondre à beaucoup de questions de la part des propriétaires des centres équestres ou des gestionnaires des centres équestres, ou encore des entraîneurs qui utilisent les centres équestres, soit des entraîneurs internes ou externes qui se promènent d'un centre équestre à l'autre. Alors, juste pour compléter la présentation très belle présentation de René, parce que je ne lui ai pas tout dit, je voulais m'en garder un petit peu. J'ajoute que j'ai déjà géré un centre équestre dans la région de Mirabel à une époque. Quand j'étais plus jeune, j'ai déjà aussi donné quelques leçons à certaines personnes débutantes et tout. Donc, sans être professionnel comme certains d'entre vous, j'ai quand même des repères au niveau de la gestion, puis certainement au niveau de la présentation d'aujourd'hui qui a trait à la responsabilité civile. Alors, je considère que cette présentation-là peut être utile pour les propriétaires, les gestionnaires, les entraîneurs, comme je l'ai mentionné, mais aussi pour s'il y en a certains d'entre vous qui êtes des pensionnaires ou des cavaliers qui prenaient des leçons ou des demi-pensionnaires, qui est un statut quand même au niveau juridique un peu particulier. Je pense que le webinaire d'aujourd'hui va vous intéresser. Alors, si je commence ma présentation avec mon premier diaporama. Donc, c'est l'ordre du jour d'aujourd'hui. À qui s'adresse la présentation, les risques, ça je vais en parler parce que c'est quelque chose qui nous donne, même à nous les avocats, beaucoup de mots de tête. Est-ce qu'une chute est quelque chose de prévisible ou d'imprévisible? Est-ce qu'un cheval qui part à l'épouvante, c'est quelque chose de prévisible ou d'imprévisible? Donc, on va essayer de démêler ça un peu. Maintenant, la notion de faute, ça c'est quand même quelque chose de central. C'est la pierre angulaire de toute la notion de la responsabilité. Il doit absolument y avoir une faute. Soit commise par le centre équestre, commise par un employé, commise par un cavalier, un entraîneur. Bref, il doit y avoir quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il ne devait pas ou qui n'a pas fait quelque chose pour assurer la sécurité. Ensuite de ça, on va parler des dommages. Alors, qu'est-ce qui se réclame? Évidemment, une fois qu'on a démontré une faute, si vous êtes une victime, une fois que la faute a été démontrée, quels sont les montants d'argent que vous pouvez réclamer? D'abord, quel montant? De quelle nature? Est-ce que tout se réclame? Comment on fait la preuve de ça? Donc, on va toucher un petit peu sur la notion de faute, la notion de dommage, qui sont intimement liées par le cinquième élément, qui est la notion de causalité. Donc, il faut qu'il y ait un élément de cause à effet entre la faute qu'on reproche à quelqu'un et les dommages qui en découlent, que ce soit des dommages monétaires, perte de salaire, bris d'équipement, bris d'infrastructure, cheval blessé, facture de vétérinaire,
ou que ce soit des dommages moraux, troubles, stress, inconvénients. Donc, il faut qu'il y ait absolument un lien direct. Alors, tous ces éléments-là, la notion de faute, de dommage et de lien de causalité, sont des éléments qui, pour la victime, doivent être prouvés devant le tribunal. Donc, c'est le fardeau de preuve de la victime de faire cette démonstration-là. Naturellement, on y revient. Et en tout dernier lieu, on va parler quand même d'assurance. C'est sûr que c'est mon domaine, c'est ma pratique courante. Et je trouve que beaucoup de questions peuvent trouver une certaine réponse ou à tout le moins un certain apaisement d'esprit dans la mesure où les propriétaires de centres équestres, les gestionnaires, les entraîneurs sont bien assurés. Il n'y a rien de pire que de se retrouver seul face à une poursuite. Parfois, c'est des poursuites, entre guillemets, moins importantes, de quelques milliers de dollars. Parfois, c'est des centaines de milliers de dollars. Ça peut même aller jusqu'au million, 2 millions, si on parle de blessures très graves, de bris d'infrastructures très graves. Donc, je trouvais à tout le moins que de toucher quelques mots sur les assurances, c'était une bonne idée. Alors, sans plus tarder, on commence avec la notion de risque. Alors, toutes les photos que je vais vous montrer aujourd'hui, je les ai prises sur Internet. Vous pourrez les retrouver, vous aussi. Donc, on voit sur cette photo-là deux jeunes gens qui font des acrobaties. Évidemment, on n'a pas le contexte de la photo. Qui sont les deux jeunes gens? Est-ce qu'ils sont à la maison? Est-ce qu'ils sont dans un centre équestre? Est-ce qu'ils ont le droit d'être là? Est-ce qu'ils sont supervisés par un adulte ou par quelqu'un de compétent? On n'en a aucune idée, mais je trouvais que la photo illustrait bien qu'est-ce qu'on entend, ou à tout le moins, quelles sont les questions soulevées par les risques inhérents. Donc, les tribunaux et les assureurs par le fait même, vous en conviendrez, considèrent que l'équitation est un sport risqué. C'est peut-être risqué, c'est peut-être un sport qui se retrouve entre le saut en parachute et le ski de fond, à quelque part entre les deux. C'est sûr que ce n'est pas monnaie courante qu'il y a des blessures à tous les jours, mais il peut en avoir, il peut en arriver, et il en arrive. Elles sont parfois pas très graves, puis elles sont parfois très graves avec des gens qui ont des membres cassés ou des bris d'équipement ou d'infrastructures importantes. Donc, toute la question des risques prévisibles et imprévisibles, c'est quelque chose qui est constamment discuté devant les tribunaux. Et ça va être très important, si vous êtes en demande ou en défense, de bien maîtriser la notion, parce que souvent, la victime va dire que c'était un risque prévisible et puis qui aurait peut-être pu être évité si le centre équestre avait posé certains gestes pour s'assurer de la sécurité des lieux, par exemple, ou si le cheval avait été différent ou si le cheval n'avait pas réagi ou ne devait pas réagir. Bref, dans tous les contextes où il y a un accident qui implique un cheval, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le cheval a sa propre vie autonome, a ses propres idées sur le monde qui l'entoure et a des réactions qu'on peut parfois prévoir parce qu'on connaît très bien nos animaux, on connaît quels sont les stimuli qui les font réagir. Et parfois aussi imprévisible parce qu'on a toujours cette histoire du propriétaire qui va dire je ne comprends pas ce qui s'est passé, mon cheval n'a jamais fait ça, il n'aurait jamais dû faire ça. Forcément, s'il a réagi, c'est parce qu'il y a eu un stimuli. Et on cherche finalement un peu un coupable. Alors, la notion de risque et du caractère prévisible, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne réglera pas, mais à tout le moins, on peut trouver des points de repère. Les points de repère sont les suivants. Comme propriétaire de centre équestre et comme entraîneur, même si vous êtes un entraîneur externe, à un certain moment, vous avez une obligation de sécurité envers le public, tant envers les pensionnaires qui payent ou les gens qui prennent des leçons payantes, entre guillemets, que ceux qui viennent voir, les accompagnateurs et tous les gens du public. Naturellement, cette obligation-là n'est pas une obligation de résultat. Donc, le centre équestre ou l'entraîneur n'a pas à obtenir à coup sûr un résultat qui fait en sorte que son endroit est 100% sécuritaire et qu'aucun accident ne doit arriver jamais. Donc, ce n'est pas ça la notion ou le critère.
l'obligation de sécurité qui est sur les épaules des centres équestres et des entraîneurs, c'est une obligation de moyens. Ça veut dire que le tribunal, lorsqu'il va un peu scruter le contexte, les gestes posés par le centre équestre ou que le centre équestre aurait peut-être dû poser, il va vérifier si le centre équestre, en fait, a déployé tous les moyens raisonnables pour que ces lieux soient sécuritaires, pour que les chevaux soient sécuritaires ou que les bons chevaux soient donnés aux bonnes personnes. Donc, on ne s'attend pas à un 100% de la part du centre équestre, mais on s'attend à ce que le centre équestre puisse démontrer, et ce sera un peu son fardeau quand même, que tout a été mis en œuvre pour que le centre soit sécuritaire et pour éviter tous les accidents qui étaient prévisibles. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que d'avoir des employés bien entraînés, d'avoir des employés qui savent réagir dans des contextes d'accident, idéalement qui ont des cours de premiers soins ou de premiers répondants, idéalement avec, je vous donne certains exemples en vrac, mais si votre aréna est devenu un entrepôt pour vos machineries agricoles, puis que quelqu'un se blesse sur la machinerie agricole, c'est sûr que ça regarde mal. Je vous donne un exemple comme ça qui est un peu gros, mais c'est un peu dans ce contexte-là que la mise en place du centre équestre et les gestes posés par les gens du centre équestre vont être quand même scrutés à la loupe. Ensuite de ça, il y a certains autres éléments qui peuvent faire partie d'un centre équestre, disons, sécuritaire. Est-ce que toutes les clôtures des enclos sont réparées, sont solides? Encore une fois, on ne s'attend pas du 100%. Et puis, si une clôture qui brise, je ne pense pas que le tribunal va s'attendre à ce qu'elle soit réparée dans la demi-heure ou dans l'heure. On comprend que parfois, c'est des choses qu'on apprend le matin. Si on a des chevaux qui restent dehors, on fait le tour, puis bon, on apprend que quelque chose s'est passé dans la nuit. Je vous donne un exemple. Donc, ça peut être des points de repère, tout simplement. Maintenant, un autre élément qui trait plus directement aux accidents avec les chevaux, est-ce que les chevaux ont été attribués aux bonnes personnes? Pour ce qui est des leçons ou des randonnées, évidemment, les chevaux vont avec les capacités des cavaliers. Il y a des cavaliers très débutants, première fois, deuxième fois, il y en a que ça fait quelques mois, quelques années. Donc, naturellement, la personne victime va toujours se plaindre de son cheval, même pour ceux qui n'ont pas d'accident, mais qui ne gagnent pas au concours. Parfois, c'est comme le réflexe normal, naturel d'un être humain, de se dire il me semble que le cheval est un peu en tort là-dedans. Alors, c'est certain que l'entraînement que vos chevaux ont, leur expérience avec des débutants, tout je dirais, le curriculum vitae du cheval sera quand même quelque chose à expliquer à la cour. Encore une fois, les chevaux ont leur idée indépendante du monde qui les entoure. Ils ont parfois des réactions, mais dans la mesure où la preuve peut être faite que c'est un cheval calme, qui a beaucoup d'expérience en école et puis qui était tout désigné pour la capacité du cavalier, je ne vois pas qu'à coup sûr, le cheval devrait être blâmé pour l'accident et indirectement le centre équestre pour avoir marié cheval et cavalier qui ne devaient pas être ensemble. Naturellement, si on parle de quelqu'un qui entraîne un jeune cheval versus un cavalier débutant sur un vieux cheval de 16, 17, 20 ans, ce n'est pas la même chose et on revient à notre idée de départ, des risques inhérents. Donc, les risques inhérents pour quelqu'un qui entraîne un jeune cheval sont beaucoup plus importants et l'entraîneur de jeune cheval les prend sur lui, ces risques-là, parce qu'il sait dans quoi il s'embarque. Par contre, une personne qui vient prendre des leçons samedi, dimanche, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte, c'est sûr qu'il ne s'attend pas à ce que son cheval ait des réactions pour le faire tomber. Donc, tout est une question, évidemment, d'équilibre, mais encore une fois, l'obligation du centre équestre, c'est de tout mettre en œuvre. Donc, d'expliquer quel est le raisonnement en arrière de l'attribution des chevaux aux cavaliers. Je pense qu'un tribunal serait satisfait de ces explications-là dans la mesure où elles sont raisonnables et serait satisfait que le centre équestre a bien agi ou que l'entraîneur ou la personne responsable d'agencer les chevaux et les cavaliers a bien agi.
Puis il y en a d'autres, des exemples comme ça, peut-être un peu plus de base, qui ont moins trait au centre équestre, mais quand même. Est-ce que les aires de circulation sont déneigées? Bref, là je suis plus dans des... est-ce que tout est en ordre autour du centre équestre? Est-ce qu'il y a des fils électriques qui pendent? Est-ce que, bon, ça, c'est des trucs assez de base, mais quand même, je tenais à le mentionner. Je mentionne un autre élément qui a trait au risque. Évidemment, quand ce sont des risques qui se matérialisent, mais qui sont plutôt provoqués par quelque chose d'imprévisible, on entend souvent la force majeure, les Américains, ou enfin les Anglais aiment bien appeler Act of God. Je dirais que dans la communauté équestre, c'est devenu peut-être une catégorie fourre-tout. Alors, j'invite un peu à la prudence. C'est quand même assez rare et difficile de faire la preuve d'une force majeure, quelque chose de vraiment qu'on ne pouvait pas prévoir. Ça arrive, c'est pas impossible, mais je dirais que c'est pas la panacée du moyen de défense qu'un centre équestre peut faire valoir. Si jamais il est aux prises avec une poursuite, de simplement plaider la force majeure, je dirais que c'est pas souvent accueilli comme moyen de défense. Ce qui m'amène à mon dernier point sur les risques, c'est les fameuses décharges de responsabilité. Ça, on le voit de plus en plus. Si je ne me trompe pas, la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait un modèle sur le site de Cheval Québec qui peut être utile à consulter, puis René me corrigera si ce n'est pas vrai. Mais il y a deux éléments là-dedans. Une reconnaissance de risque. Donc, les cavaliers reconnaissent que le sport équestre est un sport dangereux, qu'il peut y avoir des fractures, la mort. Bon, alors ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est le dégagement de responsabilité ou la décharge de responsabilité de la part du centre équestre, du gestionnaire ou de l'entraîneur. Alors, moi, je le recommande. C'est un bon point de départ. Par contre, ce n'est pas coulé dans le ciment, surtout quand on parle de préjudice corporel. Mais c'est certainement un avis très, très clair pour quelqu'un qui n'est pas habitué avec les chevaux, que c'est un sport dangereux et que la personne ne doit pas le faire si elle a des craintes, si elle a une incapacité physique qui ne lui permettrait pas de réagir. Bref, c'est mieux de l'avoir, c'est mieux de la faire signer, mais attendez-vous que ça va être hautement contesté, surtout dans le cas d'un préjudice corporel. Parce que la loi est ainsi faite, le centre équestre ne peut pas se dégager de toutes ses responsabilités en faisant signer une décharge de responsabilité, quelle qu'elle soit, à tout le moins pour le préjudice corporel, parce que le centre équestre peut être toujours tenu éventuellement responsable d'un préjudice corporel. Par contre, le fait d'avoir signé ça, je dirais que c'est un petit point pour vous, où ça met quelques munitions dans votre fusil ou quelques poids dans votre balance pour montrer que vous êtes consciencieux, puis à l'inverse, pour informer la cour que le cavalier savait exactement ou à peu près exactement dans quoi il s'embarquait. Alors là, ça, c'est d'autres images que j'ai prises parce que je trouvais qu'elles étaient très parlantes. On s'adresse naturellement au fur et à mesure à des cavaliers plus expérimentés. Ça, ce sont des photos qui font le tour d'Internet depuis un bon moment. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, il y a certains cavaliers qui vont prendre des risques de plus en plus à la connaissance du centre équestre ou peut-être hors la connaissance du centre équestre. Mais bref, il faut savoir comme cavalier que si on prend certains risques, il faut les assumer, et le centre équestre de la même manière. Si on tolère ou on permet ou on encourage certains comportements, c'est correct parce que ça peut mener peut-être à un certain dépassement de soi pour les cavaliers et les entraîneurs, mais il y a des risques associés à ça, puis il faut toujours en être conscient. Donc, je ne suis pas ici ce soir pour vous dire ne faites rien et mettez-vous tous et tout le monde dans du papier bulle pour que rien arrive jamais, là. Mais je dirais qu'il faut être conscient des risques, il faut le prendre, il faut que les personnes qui prennent le risque en soient conscients. Ça ne vous mettra pas à l'abri de toute situation problématique ou éventuellement de tout recours en justice, mais à tout le moins, ça fait en sorte qu'on gère son risque un peu mieux.
Alors ça, c'est une autre photo que je trouve, on peut facilement, comme n'importe qui est dans le monde à chevaux, s'imaginer que quelque chose pourrait survenir peut-être de l'autre côté de la photo qu'on ne voit pas, faire peur aux chevaux qui vont piler ou sauter sur les équipements agricoles. Donc, naturellement, quand tout le monde est calme, rien ne se passe et les chevaux broutent et tout le monde est heureux, mais je trouve qu'on voit que, on peut voir le risque qui pourrait se matérialiser assez facilement. Alors, est-ce qu'un tribunal considérerait que ça, c'est un manquement de la part du centre équestre? Évidemment, ici, on n'a pas le contexte de la photo. Est-ce que les chevaux sont autorisés d'être dans ce pâturage? On ne le sait pas, mais à tout le moins, moi, je trouve personnellement qu'on commencerait à jouer un petit peu avec le feu, avec des installations comme ça. Maintenant, sur la notion de faute, c'est comme je disais un peu en départ, quand quelque chose arrive, on a souvent tendance à blâmer notre cheval ou à se dire que peut-être qu'il n'a pas répondu aux aides ou qu'il n'aurait pas dû réagir. Encore une fois, ce contexte-là de photo, on ne sait pas ce qui a apeuré le cheval ou on ne sait pas pourquoi le cavalier tombe, mais à tout le moins, c'est des questions qui vont se poser. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir absolument une faute. Ce n'est pas parce que quelqu'un tombe de cheval qu'il y a une faute ou que ça n'aurait pas dû arriver. Loin de là, je pense que tous les cavaliers qui s'aventurent un peu plus dans le sport ou dans les activités, même pas à assez haut niveau, mais dès qu'on commence à sauter ou dès qu'on commence à faire du baril ou quelque chose d'un peu plus standardisé, il y a un élément de performance qui s'invite. Et c'est sûr que les cavaliers, des fois, on dit la meilleure façon d'apprendre, c'est de tomber un peu. Il faut savoir comment tomber. Souvent, une des premières choses qu'on enseigne aux enfants. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a vraiment lieu d'avoir une faute? Est-ce qu'il y a vraiment une responsabilité parce que quelqu'un tombe? C'est loin d'être sûr. Alors, c'est un peu une autre façon de voir les choses. Il peut y avoir la faute du cavalier, et pas la faute du cavalier, la blessure du cavalier ou l'accident du cavalier, l'accident du cheval. Encore une fois, on va chercher un coupable, on se dit que la situation n'aurait pas dû arriver, surtout du côté de la victime, naturellement. Mais à tout le moins, pour déceler une faute, il faut absolument qu'il y ait un geste qui a été posé, qui a causé la situation, ou un geste qui n'a pas été posé, qui aurait dû l'être et qui a causé la situation. Donc, il faut vraiment pouvoir identifier, pour dire qu'il y a une faute, un comportement fautif. Donc, je dirais que le critère, c'est un peu le gros bon sens. Les tribunaux vont chercher à identifier qu'est-ce qu'une personne raisonnable aurait fait ou pas fait dans les mêmes circonstances. Alors là, il faut vraiment se remettre dans le contexte, dans les mêmes circonstances. C'est un peu pas monsieur, madame, tout le monde, mais je dirais un centre équestre consciencieux, objectivement, un centre équestre, pas le meilleur, pas le pire, pas le moyen non plus, mais juste le gros bon sens avec les chevaux ou dans le contexte de l'activité, qu'est-ce qui aurait été le geste posé d'emblée, raisonnablement par une personne consciencieuse. Alors, c'est vraiment ça le critère. Donc, si vous êtes déjà aux prises avec une situation ou si vous voulez les anticiper, c'est bien de se poser la question. Puis, évidemment, il faut que le comportement fautif soit quand même assez marqué par rapport à un comportement consciencieux ou raisonnable. Donc, ce n'est pas de dire qu'au moindre petit accroc, moindrement qu'il y a une petite chose oubliée, qu'on a laissé une pôle de travers dans l'aréna ou dans le manège, forcément, c'est un oubli, ça n'aurait pas dû être là. C'est bon, il faut quand même tirer une ligne à un moment donné. Et puis, le centre équestre, surtout les fins de semaine, il y a du monde, tout le monde veut venir monter à cheval, donc c'est normal que le centre équestre, même avec beaucoup d'employés, ne peut pas voir à tout. Donc, c'est toujours ça, je dirais, pour calibrer, y a-t-il une faute ou pas faute? Donc, c'est vraiment les gestes de la personne raisonnable. Maintenant, pour ce qui est de la faute, il peut y avoir une faute commune aussi. Ça, c'est un élément important parce que dans certaines situations, il y a plusieurs personnes impliquées. Ça peut être une situation qui se déroule soit instantanément ou
avec une certaine succession d'événements. Le cheval part à l'épouvante, il accroche quelque chose qui fait tomber quelque chose sur quelqu'un. Bref, il peut avoir une succession d'événements, mais ce n'est pas exclu que la faute puisse être commune ou qu'il peut avoir plus qu'une faute, commise par plus d'une personne ou par la même personne, ou par la victime. La victime aussi peut avoir commis une faute. Alors là, il y aura peut-être un partage de responsabilités, mais à tout le moins, pour les centres équestres ou les entraîneurs, si une faute qui a été commise, puis c'est vrai peut-être, mais il y a peut-être une faute concurrente qui a été commise par quelqu'un d'autre ou par la victime. Donc ça, c'est important parce que ça peut faire partie d'un moyen de défense, peut-être pas nécessairement pour faire rejeter complètement le recours, mais à tout le moins pour partager la responsabilité. Alors ça peut être un élément à garder en tête. Un autre élément que je veux mentionner, c'est la faute de vos employés. Donc, évidemment, la faute des employés, c'est la faute du centre équestre par rapport au public. Les centres équestres verront à s'organiser avec leurs employés par après, mais c'est certain que les employés du centre équestre représentent le centre équestre jusqu'à un certain point et les gestes posés qu'ils posent ou qu'elles posent dans le cadre de leur fonction, ça c'est très important, engagent la responsabilité du centre équestre. D'où ce que je disais au départ, d'une certaine formation, puis d'indications claires à vos employés, à vos entraîneurs salariés, des aires de la maison ou je dirais des démarches ou des directives de l'écurie sur les choses qui doivent être faites, soit dans la routine ou comment réagir à certaines situations. Donc ça, c'est vraiment important et ça amène à un point un peu, je dirais, épineux. Parce que les centres équestres, on a beaucoup de personnes qui viennent aider, qui veulent aider, surtout le week-end, ils passent la journée là. Il y a une fraternité qui se développe aussi. Puis finalement, c'est des gens qui ne sont peut-être pas des employés, mais qui viennent à tous les week-ends depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Peut-être qu'ils ont un rabais sur la pension, s'ils aident à nourrir, à nettoyer les box, peu importe. Mais bref, c'est très important que ce soit très clair quel est le statut des gens qui posent des gestes au nom du centre équestre et puis qui sont là sur une base régulière. Donc, je n'ai pas de réponse aujourd'hui parce que c'est du cas par cas, mais il faut que ce soit très, très clair. Si c'est des gens qui viennent régulièrement, même s'ils ne sont pas rémunérés en argent avec un chèque de paye, peut-être que vous voulez le mentionner à votre courtier d'assurance, par exemple. Si le courtier d'assurance demande d'avoir le nom des employés ou leur qualification, puis que vous avez des gens qui vous aident sur une base régulière depuis plusieurs années, peut-être que ça serait une bonne idée, à tout le moins, de poser la question qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui ne sont pas vraiment des employés, mais qui peut-être même donnent des leçons, aident à faire différentes tâches dans l'écurie et qui sont plus là, que des tâches administratives. Là. Surtout s'ils manipulent les chevaux ou s'ils ont affaire aux clients directement, à prendre des décisions, ou si les gens viennent les voir pour les consulter pour obtenir des directives, des instructions sur le déroulement de la journée ou des activités. C'est absolument essentiel que le statut de ces gens-là soit bien défini. Maintenant, terminant pour la notion de faute, il y a toujours cette notion un peu de garde et contrôle sur les chevaux. Donc, qui s'occupe des chevaux durant l'activité, qui est responsable des chevaux durant l'activité, est-ce que c'est l'entraîneur, est-ce que c'est le parent de l'enfant qui vient monter sans supervision d'un entraîneur. Bref, ça, c'est très important de savoir qui utilise l'animal. Parce que si des dommages sont causés par le cheval à des tiers, je ne parle pas à leur propriétaire, mais je parle à d'autres personnes de l'écurie, c'est certain que le propriétaire de l'animal est toujours responsable et la personne qui utilise l'animal aussi peut être tenue responsable en tout ou en partie. Maintenant, pour ce qui est de cette utilisation de l'animal, pour les chevaux, à tout le moins, il n'y a pas énormément de décisions. On en a plus dans le cas des chiens. Puis, il y a des cas où on pourrait
pensé qu'il y avait une certaine garde et contrôle sur le chien, mais le tribunal a décidé que la personne n'utilisait pas le chien. Alors, je vais vous donner des exemples de chiens, mais je pense que entre nous, on peut faire les adaptations nécessaires. Quelqu'un qui héberge un chien pour un week-end gratuitement pour aider une amie n'est pas considéré comme une personne qui utilise l'animal. Évidemment, c'est du cas par cas, mais disons que c'est des repères qui ont déjà été tranchés par la Cour. Quelqu'un qui prend le chien d'un ami, qui s'en va chez les voisins pour le faire visiter et n'est pas considéré comme quelqu'un qui s'occupe de l'animal, quelqu'un qui en a la garde et contrôle. Quelqu'un qui s'en va chez un ami pour nourrir son chien n'est pas considéré comme quelqu'un qui utilise l'animal ou qui en a la garde et contrôle. Donc, on l'a vu malheureusement beaucoup durant la pandémie. Il y a peut-être des gens qui sont allés s'occuper des chevaux de quelqu'un d'autre, les nourrir, les sortir, peut-être les longer. Est-ce qu'ils auraient été considérés comme étant des gens qui utilisent l'animal? Souvent, les tribunaux regardent s'il y a eu une rémunération pour le service ou si c'est un service gratuit. Donc, cet élément-là de gratuité devient, à tout le moins, en lisant les décisions, un élément déterminant, à savoir si on utilise le cheval ou si on en a la garde et contrôle. Donc, c'est une question qui se pose parce que dans ces cas-là où l'animal blesse par un tiers, quelqu'un d'autre, quelqu'un peut-être qui regarde la leçon ou quelqu'un qui n'est pas lié par contrat, à tout le moins, la victime, la loi la favorise un petit peu parce qu'elle a un fardeau de preuve allégé. Elle n'a pas nécessairement besoin de démontrer une faute. Puis c'est une exception un peu dans le régime que je vous parle, le régime général que je vous parle depuis tantôt. La faute est comme présumée. Donc, on a simplement la victime aura besoin de montrer que sa blessure ou son dommage matériel, puis démontrer que c'est l'animal qui a causé ça. Et c'est tout. Puis là, on se revire d'un peu de bord vers le propriétaire ou celui qui en a gardé contrôle, d'où toute l'importance de la notion, pour voir s'il y a des éléments disculpatoires. J'aurais une question ici, Oui. Maître Poirier. On souhaite savoir est-ce que cette espèce s'applique aussi aux demi-pensionnaires gérés par le propriétaire du cheval? Alors, les demi-pensionnaires, évidemment, ici, il y a un aspect financier parce que généralement, ils vont payer la moitié de la pension. C'est pour ça qu'on les appelle les demi-pensionnaires. Alors, j'aurais beaucoup de difficultés à concevoir qu'un demi-pensionnaire n'a pas la garde et contrôle de l'animal. Évidemment, c'est ma perception personnelle, là. Mais ici, un demi-pensionnaire ou un quart de pensionnaire qui paie pour utiliser le cheval, qui prend des leçons, moi, j'ai l'impression que vraiment, là, cette personne-là a la garde et contrôle parce que ce n'est pas un service qu'elle rend. Donc, il faudrait scruter évidemment plus le cas d'espèce, là. Mais je dirais que mon premier réflexe, là, c'est de me dire, de dire que vraiment cette personne l'utilise à des fins personnelles et autonomes du propriétaire. Ça va? Merci. Oui. Alors, j'arrive à mon point suivant, qui sont les dommages. Alors, une fois qu'on aura démontré une faute et un dommage, et qu'on aura démontré que le dommage et la faute sont directement liés, bien à ce moment-là, qu'est-ce qui est réclamable? Donc, quelle est la réclamation monétaire à laquelle le centre équestre peut faire face? Aussi, le centre équestre et la personne victime, si ses infrastructures ont été brisées, si son cheval d'école a été blessé, si ses équipements ont été brisés, peut-être c'est effectivement le centre équestre qui a une réclamation à faire valoir. À ce moment-là, qu'est-ce qui est réclamable? Alors, on va toujours ici diviser en deux catégories. Donc, il y a les dommages monétaires et je vais arriver dans un instant aux dommages moraux. Donc, les dommages monétaires, ce sont vraiment des dommages financiers. Donc, on peut penser pour un cheval blessé à des factures de vétérinaire, des factures de forgeron, peut-être un transport nécessaire à Saint-Hyacinthe. Ensuite de ça, pour ce qui est des bris de matériaux, donc le coût pour le remplacement,
Des bris d'infrastructure, le coût pour la réparation. Évidemment, si on parle de réparer quelque chose qui était déjà vieilli, la victime ou le centre équestre ici n'aura pas droit d'avoir un équipement neuf ou la valeur du bien en neuf. Si le bien est usagé, si le bien a quelques années, bien à ce moment-là, c'est la valeur du bien au jour du sinistre. Ce qui est un peu malheureux parce que parfois, les biens n'ont plus aucune valeur monétaire, mais ils fonctionnent encore, puis on est content de les avoir. Puis, on a un vieux tracteur qui vaut 500 mais qui fonctionne encore, puis qu'on l'aurait gardé pendant des années, mais là, qui ne fonctionne plus. Puis, dans le fond, on n'a plus de tracteur, mais on n'en aura pas un nouveau. On va avoir 500 parce que c'est ça la valeur au jour de l'accident ou au jour du sinistre. Alors, les autres dommages monétaires, ça peut être perte de salaire. Si quelqu'un se blesse, puis il est hospitalisé ou en convalescence, il peut avoir une perte de salaire. Pour le centre équestre, ça peut être une perte de profit aussi. Si son cheval d'école est blessé puis qu'il ne rapporte plus d'argent de leçon, puis qu'on identifie que la faute est celle du cavalier ou de la personne qui s'occupait de l'animal, bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'il peut avoir une perte de profit. Alors ça, c'est à considérer. Si le centre équestre doit suspendre ses opérations, là, je ne peux qu'imaginer un immense drame avec, je ne sais trop, un incendie ou un aréna écroulé ou bref, quelque chose vraiment d'assez grave. Mais si le centre équestre suspend ses opérations en tout ou en partie, encore là, il peut avoir une perte de profit. J'ai une Oui, petite question, encore une oui, fois. Pour le cas d'un cheval de pensionnaire qui serait blessé lors d'un turn-out fait par le propriétaire de l'écurie, oui. à qui la faute est recours? Ben là, faut voir c'est quoi le contexte, le contexte de la blessure. Si dans le scénario qui est présenté, c'est vraiment identifié que la blessure est due à un geste posé par l'employé du centre équestre, bien, à ce moment-là, c'est sûr mais là, je veux juste comprendre. Donc, c'est le cheval qui s'est blessé, mais à ce moment-là, faut vraiment aller dans le contexte de l'accident. Est-ce qu'on parle d'une blessure qui est causée par une réaction du cheval qui était prévisible ou par une absence de sécurité, soit des lieux, ou peut-être que l'employé du centre équestre a mal géré le cheval qui s'énervait alors que c'était peut-être pas un énervement du cheval si grave, si compliqué, puis quelqu'un de plus d'expérience aurait pu maîtriser la situation. Tu sais, là, il faudrait vraiment aller dans le détail. Mais moi, je serais plutôt enclin à penser que ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas parce que le cheval se blesse au moment où il est tenu en laisse par un employé du centre équestre qu'il y a nécessairement la responsabilité du centre équestre qui est déclenchée. Il faut voir, y a-t-il une faute? Est-ce qu'il y a une faute qui a été commise ou on parle d'un bête accident? Y a-t-il un avion dans le ciel qui a fait peur au cheval? Bref, il faut vraiment aller dans le détail du contexte de l'accident. OK. J'ai plus l'impression que, c'était dans le sens de c'est pas un automatisme, là, il y a un Exact, contexte autour de tout ça, exact, qui va exact. faire en sorte, qu'une décision va être prise. Oui, oui, C'est absolument. bon. Il faut vraiment aller dans le Heu, contexte. Y a-t-il une faute? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est quoi la réaction? Qu'est-ce qui a causé la blessure de manière directe? Ça, c'est important. j'ai une autre question, c'est toujours un peu semblable, hein, c'est toujours un peu le contexte, mais je vais quand même la donner. Dans le cas de 2 chevaux de pensionnaires qui occupent le même enclos extérieur durant la journée et que les pensionnaires en sont informés et sont d'accord. Si un cheval blesse l'autre, est-ce que le pensionnaire peut imputer la faute au centre équestre? Moi, j'aurais de la misère à croire que oui, dans la mesure où c'est une situation qui est dénoncée et acceptée par tous, que l'équipement, les aires de sortie, l'enclos, le paddock, tout ça est sécuritaire, puis qu'on parle de un cheval qui s'est blessé peut-être en se chamaillant avec un autre, c'est un risque que la personne propriétaire du cheval blessé accepte. Euh, Quelle est la faute à ce moment-là? La faute est certainement pas d'avoir mis les deux chevaux ensemble puisque c'est une situation acceptée. Est-ce que la faute, on peut la chercher dans peut-être, je ne sais pas moi, les clôtures mal entretenues, des équipements qui traînent dans l'enclos? Bref, il faudrait chercher une faute encore une fois, mais ce n'est pas un automatisme. Puis ici, encore plus, dans la mesure où c'est une situation dénoncée et acceptée par tous, je vois
à prime abord, je ne vois pas de responsabilité pour le centre équestre. Merci. Alors, je termine sur mes dommages monétaires et je m'en vais sur mes dommages moraux. Alors là, ici, peut-être les gens qui auront été blessés, on parle peut-être des cavaliers, des entraîneurs ou des gens qui sont sur place, qui ont été blessés, peuvent réclamer au-delà de leurs dommages monétaires ou financiers, des dommages moraux. Alors ça, ce sont les fameux troubles, stress et inconvénients, anxiété, perte de sommeil, alimentation, bref, c'est encore une fois, je dirais, pas la panacée. Et puis, il faut faire attention là, de tout mettre dans cette catégorie-là. C'est pas vrai qu'à cause qu'on a eu 3 nuits d'insomnie ou qu'on a peur de remonter à cheval, qu'il y a nécessairement un dommage moraux important. Il y en aura un, assurément, mais quelle est la valeur de ce dommage moraux-là? C'est peut-être 500 $, c'est peut-être 1 000 $, mais il faut faire attention ici de ne pas tomber dans les films ou dans ce qu'on voit à la télévision, parce que surtout aux États-Unis, ils ont des montants faramineux en dommages, là, parce que la personne a de l'anxiété ou de l'insomnie ou quoi. Je dirais que les dommages moraux au Québec, à tout le moins, en général, on parle de quelques milliers de dollars. Évidemment, si la personne est tétraplégique ou elle s'est cassé le bras, la jambe, ou vraiment on parle d'une blessure, préjudice corporel important, là, il y aura peut-être effectivement des dommages moraux de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, les dommages moraux ont été plafonnés en 1978. En 1978, les dommages moraux, selon la Cour suprême du Canada, c'était 100 000 $. Ça a été indexé depuis. Puis, on est rendu avec l'indexation aux alentours de 360 000. C'est indexé annuellement. Donc, ça serait à vérifier avec le barreau, là, puis la Banque du Canada. Mais c'est donc les dommages moraux. Puis là, pour le 100 000 de 78, qui est devenu 360 000 environ aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui est cloué dans une chaise roulante, comme Christopher Reeves, par exemple, l'ancien Superman, qui pouvait bouger ses yeux puis sa bouche, mais qui ne pouvait rien bouger d'autre de son corps. Donc, quelqu'un qui se foule un pouce, il va peut-être recevoir 2 000 $. Je donne des exemples comme ça, mais c'est simplement pour illustrer le fait que les dommages moraux, d'abord, la victime devra en faire la preuve. Si elle allègue des troubles psychologiques, elle devra nécessairement, d'après moi, déposer le rapport d'un psychologue pour appuyer la réclamation sur ce point-là. Et possiblement que l'expert devra peut-être même témoigner à la cour pour expliquer, puis la victime devra se soumettre à une contre-expertise d'un psychologue de la partie adverse. Donc, tout ça pour dire que les dommages moraux, oui, c'est réclamable, il y en aura. Par contre, les montants, à tout le moins au Québec, on dit toujours les larmes ne valent pas grand-chose au Québec. Ce n'est pas un reproche aux tribunaux, c'est notre culture juridique qui est comme ça. Donc, la preuve pour avoir des gros montants devra quand même être assez importante. Maintenant, pour les centres équestres qui, eux, seraient les victimes et les réclamants, c'est sûr que les dommages moraux, un centre équestre, si on parle ça peut être une personne morale ou une entreprise, n'a pas, elle, d'anxiété. Donc, ces dommages moraux, ce sera plutôt perte de temps, peut-être atteinte à la réputation, peut-être diffamation, mais ce ne sera certainement pas anxiété et troubles d'alimentation. Donc, c'est sûr que... Oui. J'ai une question de moi-même. Question de moi-même. Tout à l'heure, on a parlé de responsabilité soit d'un propriétaire de cheval, soit d'un centre équestre. Qu'en est-il d'un propriétaire d'un cheval, donc un pensionnaire, qui abandonne son cheval et le cheval, donc sous la responsabilité du propriétaire du centre équestre, cause un dommage? Comment c'est géré cette situation-là? C'est sûr que l'abandon de chevaux, c'est un problème récurrent. Puis je vais le traiter dans un instant. C'est sûr que dans le cas de figure qui est présenté, le centre équestre a nécessairement la garde et contrôle du cheval. Donc, que le pensionnaire vienne pas, qu'il abandonne son cheval ou non, au moment de l'accident, qui avait la garde et contrôle de l'animal, puis est-ce qu'il y a une faute?
encore là, on revient à notre idée de tantôt. Si je prends l'exemple des deux chevaux dans l'enclos ou de l'accident qui se produit au moment d'un turn-out, quand même que on parle d'un cheval qu'on sort mais qui est abandonné, au moment de l'accident, qui en a la garde des contrôles, puis est-ce que cette personne-là a commis une faute? Alors, je ferme cette parenthèse-là. Maintenant, pour les chevaux abandonnés, c'est sûr que ça pourrait faire même l'objet peut-être d'une conférence séparée, mais c'est un réel problème pour les centres équestres, parce que souvent, les chevaux abandonnés sont des chevaux en général de moindre valeur et sont souvent abandonnés parce que les gens, malheureusement, n'ont plus les moyens de payer. Peut-être ont-ils mal budgété les coûts reliés à la propriété d'un cheval. Mais il y a un avis certainement à donner aux propriétaires, un temps à respecter. Puis, en tout cas, pour l'instant, la loi est plutôt faite ou a été pensée pour des biens abandonnés comme des chemises chez le nettoyeur ou une voiture au garage. C'est sûr que ce n'est pas des biens vivants, ce n'est pas des biens qui ont besoin de soins continuels. Donc, je dirais que c'est un peu délicat. Mais dans tous les cas, au moment où l'accident survient, il faut évaluer qui s'occupait de l'animal, qui en avait le contrôle. OK. Une autre question. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans une situation comme cela? Un pensionnaire va chercher son cheval dans un groupe de 8 chevaux. Un autre cheval que le sien blesse la personne. Est-ce que le pensionnaire peut poursuivre le propriétaire du cheval fautif? C'est une très bonne question. C'est sûr qu'ici, on n'a pas le contexte de l'accident. Est-ce que la personne qui va chercher son cheval a posé un C'est un geste? pensionnaire. Oui, C'est je un comprends. pensionnat. C'est un OK. pensionnaire, OK, il c'est va bon. chercher son propre cheval, mais est-ce qu'il a posé un geste qui a causé la réaction du cheval qui l'a blessé? Présumant que non, c'est sûr qu'un propriétaire, je dirais règle générale, un propriétaire est toujours responsable de ce que son cheval va faire. Puis ici, c'est un peu comme j'illustrais tantôt. Ici, on est dans le cas où la personne, elle est blessée par un cheval qui ne lui appartient pas. Donc, par rapport au propriétaire de cet autre cheval, elle est une tierce partie. Donc, elle n'a pas nécessairement à démontrer, parce que le cheval ne peut pas avoir nécessairement fait une faute, là, parce que ce n'est pas un être conscient qui connaît les règles, là. Mais nécessairement, cette personne-là a été blessée par un cheval, donc elle devra faire la preuve de sa blessure, puis de la preuve que, deuxième élément, que sa blessure a été causée par ce cheval-là. C'est sûr, s'il n'y a pas de témoin, ça devient plus difficile à faire la preuve, mais une fois que cette preuve-là est faite, je dirais que ça va être difficile pour le propriétaire du cheval de repousser sa responsabilité dans ce cas-là. Merci. Alors, je termine sur les dommages moraux. Simplement pour illustrer peut-être avec ma prochaine image, que j'ai parfois certains appels, évidemment, depuis quelques années où le Code civil a été changé pour reconnaître que les animaux sont des biens meubles, mais avec de la sensibilité. Puis là, peut-être une situation est survenue, le cheval ne veut plus sauter, a été traumatisé, il ne veut plus rentrer dans la remorque, il a été traumatisé par les gestes posés par quelqu'un d'autre. Donc, en tout cas, pour l'instant, je n'ai jamais vu au Québec qu'un propriétaire pourrait réclamer quelque dommages que ce soit pour son cheval au niveau des dommages moraux, mais je tenais quand même à le dire parce que l'article du Code civil qui a été modifié, je dirais, prête un peu à confusion, où est-ce qu'on dit que les animaux ne sont pas des biens, qu'ils ont de la sensibilité, mais qu'en vertu de la loi, ils continuent d'être régis comme s'ils étaient des meubles. Donc, c'est un peu ambivalent. On peut peut-être questionner la motivation peut-être politique de l'époque. Mais bref, l'article est là, il existe. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment vu l'application dans ce sens-là. Mais je tenais quand même à le mentionner. Puis là, je vois que le temps file. Simplement pour mentionner que, je l'ai un peu dit déjà, mais les dommages doivent être directs et immédiats. Donc, tous les montants réclamés, tous les dommages moraux, toutes les factures, ça doit vraiment découler uniquement et directement de l'accident ou de la situation. Si votre cheval d'école se blesse, vous ne pourrez pas réclamer le foin qu'il mange parce que ça aurait été une dépense de toute façon qui serait survenue. Par contre, vous pouvez réclamer, comme je l'ai mentionné, la perte de profit s'il ne rapporte plus d'argent. Donc, c'est simplement dans cette optique-là.
Évidemment, si la personne qui se fait blesser refuse des soins ou ne suit pas sa convalescence et se reblesse à nouveau ou sa convalescence est plus longue, c'est sûr que le centre équestre, lui, n'a pas à être responsable de toute l'aggravation du dommage qui a pu être causé par la victime elle-même, par son incurie à se soigner. Donc, quand on voit qu'un dommage se produit, la victime ne peut pas se croiser les bras et attendre que le dommage s'aggrave pour ensuite le réclamer au centre équestre. Donc, une fois qu'il y a peut-être un débat d'abord des moyens de défense sur la responsabilité en tant que telle, mais il y a certainement aussi un débat et des moyens de défense à faire valoir sur les montants qui seront réclamés. Alors là, j'avance un peu plus vite parce que je veux terminer. Donc, les assurances, je vais toucher quelques éléments là-dessus. Évidemment, ça n'empêchera jamais un accident de se produire ou une situation problématique de se produire, mais à tout le moins, ça peut offrir une certaine tranquillité d'esprit parce qu'on sait qu'il y a un assureur qui va nous défendre ou qui va éventuellement peut-être même payer les montants qui sont réclamés. C'était vraiment très important. La plupart des centres équestres qui ont des assurances vont passer à travers un courtier. Donc, c'est vraiment très important au moment de la prise de l'assurance que le centre équestre donne l'heure juste à son courtier ou à son assureur sur ses activités, l'ampleur de ses activités, la nature de ses activités, combien il y a de chevaux, est-ce que son personnel est formé, comment sont ses installations, est-ce qu'il y a des installations vétustes ou qui sont en rénovation, bref, au moment de la prise d'assurance, toute la situation, le portrait général du centre équestre ou les activités de l'entraîneur, puisqu'il y a des entraîneurs qui sont en guillemets freelance, ça doit être révélé au courtier. Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont des certifications de Cheval Québec? Qui sont leurs clients? Sur quel territoire ils se promènent et tout. Donc, ça c'est vraiment au moment de la prise d'assurance, c'est très, très important de dénoncer le risque au complet même si la situation change et même surtout si la situation change en cours de route. Peut-être avez-vous, de quelques mois plus tard, plus de chevaux, des nouveaux entraîneurs. Bref, il faut rappeler le courtier pour lui donner l'heure juste parce que si jamais une situation arrive et puis c'est clairement sur un élément qui n'avait pas été porté à l'attention, à la connaissance du courtier ou de l'assureur pourrait refuser de vous couvrir, refuser de vous défendre puis vous laisser vous débrouiller tout seul. Alors, c'est vraiment pas idéal. Maintenant, au moment d'un accident, moi, je recommande toujours de faire un appel au courtier immédiatement. Dès que vous sentez que ça pourrait quand même avoir une certaine gravité, appelez tout de suite, envoyez un courriel, dénoncez la situation. Vous n'êtes pas obligé, comme centre équestre ou comme assuré, de faire effectivement une réclamation d'assurance, mais je pense que de le dénoncer dès que vous sentez que c'est un peu chaud, là, qu'il s'est passé quelque chose, dites-le. Attendez pas de recevoir une mise en demeure ou quelque chose comme ça pour le dénoncer. Dénoncez-le immédiatement. Parce qu'encore une fois, si la situation n'est pas dénoncée, l'assureur pourrait nier couverture éventuellement, refuser de vous défendre, refuser de payer les condamnations. Je voulais juste toucher quelques éléments sur l'assurance, les différents produits d'assurance. Donc, une assurance responsabilité personnelle, souvent, on l'a tous avec notre assurance habitation. Avec Cheval Québec, il y a l'assurance blessure grave et décès. Il y a le certificat d'assurance qui est sur le site de Cheval Québec. Donc, ça, c'est vraiment des montants qui sont attribués aux membres de Cheval Québec s'ils se blessent, un œil crevé, un bras cassé, un doigt en moins. Bref, il y a des montants qui sont accordés jusqu'à 25 000 $. Donc, ce n'est pas des montants énormes, mais ça peut certainement aider. Et moi, j'encourage vraiment les centres équestres à exiger, sinon inviter très fortement leurs clients à être membres et à adhérer, si ce n'est que pour l'assurance, parce que c'est quand même un avantage très intéressant. Maintenant, pour ce qui est des centres équestres, vous avez sûrement déjà absolument une assurance responsabilité commerciale. Maintenant, la zone grise un peu, c'est pour les écuries privées qui ont quelques pensionnaires. C'est certain que si le paiement d'une pension et que ça n'est pas dénoncé à votre assureur va considérer que vous avez fait une activité commerciale et votre assurance maison ou habitation standard ne vous couvrira pas. Donc, c'est vraiment très important si vous avez une écurie privée, quand même que vous avez un seul pensionnaire ou que vous donnez des leçons à une personne le samedi à 9 h puis que c'est votre seul client. Prenez pas le risque que votre assureur ne veuille pas vous couvrir si jamais il arrive quelque chose. Puis les assurances des biens, mais là, on est dans un autre domaine que je ne toucherai pas, mais c'est certain que s'il y a un bien, un dommage à une de vos infrastructures, votre assureur bien devrait de prime abord, vous indemniser là, avant même que vous ayez à poursuivre la personne qui est fautive ou qui a causé les dommages. Puis en général, si
votre assureur vous paye comme centre équestre pour remplacer vos biens, vos dommages, réparer ce qui. Ils vont, eux, ensuite se retourner contre l'auteur du préjudice, disons ça comme ça, pour se repayer. Ça, c'est vraiment. Ça relève, disons, de l'assureur directement. Puis, assurance invalidité, assurance vie, ça, j'en parle parce que ça peut être intéressant pour les employés ou pour vous-même si vous travaillez au centre équestre. C'est un travail de tous les jours. Si vous vous blessez, les chevaux, eux, continuent de manger, continuent d'avoir besoin de soins, surtout si vous êtes seul ou une ou deux personnes, puis que vous êtes l'employé clé ou la personne clé de votre organisation. Si vous vous blessez, puis vous ne pouvez plus vous occuper des chevaux, quelqu'un d'autre devra le faire, puis peut-être vous devrez payer cette personne-là, puis peut-être vos revenus dépendent de vos activités. Bref, quand même, je recommande de vérifier si c'est possible avec un assureur, d'avoir une assurance invalidité pour vous-même, si jamais vous vous blessez puis vous ne pouvez plus entraîner, donner des leçons ou quoi, pour vous assurer quand même un revenu. J'ai une question ici. Un pensionnaire doit-il avoir une assurance s'il laisse un ami monter son cheval ou fait une demi-pension avec son cheval ou ce n'est pas obligatoire? Ben ça, c'est pas obligatoire dans le sens que chaque centre équestre fera sa propre politique. C'est sûr que comme propriétaire de cheval, il faut l'avoir, disons, personne en particulier, il faut l'avoir dénoncé à son assureur pour que notre responsabilité comme propriétaire de cheval embarque sur notre assurance en général habitation. Alors moi, ce que je donnerais comme ligne directrice, c'est de s'assurer que les pensionnaires ont effectivement dénoncé à leur propre assureur qu'ils ont un cheval en pension chez vous. Déjà, ça serait un plus parce qu'à ce moment-là, ben, il y a un assureur de plus dans le dossier. Puis si le cheval blesse quelqu'un, puis qui est sous la responsabilité de son propre propriétaire ou autre, bref, je dirais qu'il y a un assureur de première ligne là, qui serait dans le portrait si jamais il arrive une situation. Est-ce que c'est obligatoire? Ça sera votre propre politique. Est-ce que vous croyez que vous pouvez l'exiger? Puis encore là, ça sera plutôt vraiment de question de service à la clientèle puis de gérer votre propre risque. Peut-être si vous l'exigez, votre propre police d'assurance, peut-être la prime sera moins chère parce que votre propre police de centre équestre, à ce moment-là, le risque est moindre. C'est des choses à discuter avec votre courtier, mais c'est sûr que moi, je dirais que la preuve de l'assurance pour les pensionnaires, enfin, ça serait une bonne idée de penser peut-être à l'exiger ou à vérifier. Merci. Une question particulière sur la santé. Alors, si le propriétaire de l'écurie fait entrer un nouveau cheval qui a l'influenza et que ça contamine d'autres chevaux, est-ce que le pensionnaire peut réclamer Donc, le dommage? pensionnaire d'un autre cheval ou le propriétaire Non, non, d'un autre cheval, oui, pardon? Oui. c'est ça. Mais là, il faut savoir à qui la faute. Est-ce que le cheval qui est arrivé avec l'influenza, ça s'est fait à l'insu du centre équestre ou c'est quelque chose qui a été accepté ou toléré par le centre équestre? Évidemment, moi, je pense que si on se rapporte aux critères qui est la personne raisonnablement responsable et qui fait preuve de gros bon sens, ce serait difficile je pense que le centre équestre aurait une responsabilité s'il permet, il tolère ou il accepte ce genre de choses-là. Parce que les autres propriétaires, à ce moment-là, deviennent à la merci du centre équestre, à moins que ce soit dit à tous que, écoutez, vous avez votre cheval chez nous, puis sachez que tout nouveau cheval qui arrive, on n'exige pas de test d'influenza, donc il pourrait avoir l'influenza, donc sachez-le. Puis, bon, donc tout est une question d'information et de renseignement, mais c'est sûr que comme ligne directrice, moi, je recommanderais d'exiger la base de la part des propriétaires des nouveaux chevaux, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une écurie contaminée par quelque chose. C'est la responsabilité du centre équestre qui Est-ce m'a bien engagé. est-ce que juste le fait de ne pas avoir appliqué, je comprends la situation où le propriétaire du centre informe l'ensemble des pensionnaires que lui, il n'y a pas d'exigence, alors qu'eux, ils doivent protéger eux-mêmes leurs chevaux. Mais si ce n'est pas le cas et qu'ils ne prenaient pas le minimum requis de, de normes de biosécurité, là, Oui. est-ce qu'à ce moment-là, un pensionnaire dont le cheval
tombe malade pourrait réclamer sur cette base-là. Oui, moi je dirais que oui, puis même oui, 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 assurément. Puis même le propriétaire qui dirait à tous ses pensionnaires, moi j'accepte les nouveaux chevaux sans restriction, ça ne veut pas dire qu'un tribunal considérerait que c'est un bon comportement. Ça se peut que la Cour considérerait que même en renseignant tout le monde, c'est un comportement qui est déraisonnable et qu'il y a une faute de la part du centre équestre quand même. OK. J'ai une question ici. On parle d'un est-ce qu'un club équestre est vu par la loi comme un centre équestre? On entend ici un club équestre de randonnée, c'est-à-dire c'est un club qui généralement va avoir la gestion d'un réseau de sentiers où des gens paient une adhésion pour aller se servir de ces sentiers-là à l'occasion, à leur rythme ou lors Mais d'une activité organisée. Est-ce ouais. que, est-ce qu'on considère que c'est comme un centre équestre? La réponse courte, c'est non. Par contre, il faut voir le club équestre s'engage à faire quoi? S'il s'engage à entretenir un réseau de sentiers et que la cause de l'accident est un mauvais entretien du réseau de sentiers, bien à ce moment-là, on voit le lien direct de cause à effet. Donc, il faut voir le club équestre s'engage à quoi envers ses membres et les membres s'attendent à quoi? Donc, c'est quoi l'entente entre les deux? Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut voir l'accident a été causé par quoi exactement? Alors, si c'est causé par un cheval à l'épouvante ou par un autre membre qui ne contrôle pas son cheval, bref, c'est des éléments qui n'ont rien à voir peut-être avec la mission du club. Alors, à ce moment-là, non, je pense que, enfin, il faut vraiment voir quelle est la source de l'accident, mais je dirais que la réponse courte, c'est pas comme un centre équestre parce qu'ils ont en général aucune infrastructure et c'est souvent une adhésion soit gratuite ou soit à un montant dérisoire. Donc, mais encore une fois, il faut voir c'est quoi la source, qu'est-ce qui a causé l'accident, de quoi on se plaint, qui est la victime et puis quel est le reproche formulé exactement. OK. J'ai ici une autre question. Est-ce qu'un pensionnaire qui se blesse et qui réclame à l'assurance de Cheval Québec, cet assureur peut revenir sur le propriétaire de l'écurie? L'assurance de Cheval Québec, je crois, je ne suis pas certaine de comprendre. Donc, est-ce qu'un Oui. pensionnaire qui se blesse, qui réclame l'assurance de Cheval Québec, cette assurance peut-il revenir contre le propriétaire de l'écurie? Oui, là, ce dont on parle, c'est un droit subrogatoire qu'ont tous les assureurs d'indemniser, disons, la victime là, ou leur propre assuré, bref, puis ensuite de faire déposer un recours contre l'auteur de la faute, l'auteur du préjudice. Il faut lire dans le contrat d'assurance pour blessures graves et décès qu'est-ce qui est dit à ce sujet-là. Je dirais que, hormis celui-là qui est un petit peu particulier, parce que ce sont des contrats d'assurance plutôt simples, mais je dirais que des contrats d'assurance responsabilité générale, il y a toujours un droit pour l'assureur, une fois que l'indemnisation elle est payée à la victime ou à son propre assuré, là, si c'est son propre assuré qui est la victime, de se retourner contre l'auteur du préjudice. Ça, c'est absolument certain. OK. La dernière question que j'ai, c'est, est-ce que, là, j'ai hâte d'entendre votre réponse. Auriez-vous des compagnies d'assurance à recommander, dans le petit nombre de compagnies d'assurance qui acceptent de nous assurer? Est-ce que, cette Non. personne-là demande des recommandations? Ouais, non, j'en ai pas. Pour la simple et bonne raison que plusieurs compagnies d'assurance sont mes clients. Alors, me verrais très mal de ne pas systématiquement référer mes propres clients. Puis encore là, je serais biaisé un peu de le faire. Alors, c'est vrai que le marché s'est resserré pour ce qui est des produits d'assurance offerts aux centres équestres et aux entraîneurs, mais il y en a encore. Donc, faut chercher. Évidemment, peut-être BFL, qui est un courtier, qui n'est pas un assureur, mais qui est un courtier, peut peut-être aider tout simplement parce que c'est le courtier de Cheval Québec. Donc, si eux ne peuvent pas vous diriger vers un assureur, peut-être ils peuvent vous aiguiller sur un autre courtier. Bref, c'est malheureux, là, mais je n'ai pas de recommandation. En fait, je n'ai pas de recommandation à faire. Merci. Merci beaucoup.
On n'a pas d'autres questions. Alors, ben, j'aimerais vous remercier au nom de Cheval Québec pour nous avoir présenté ce webinaire. Merci beaucoup. Merci aux 63 personnes qui étaient présentes. Je voudrais aussi vous dire que le webinaire était enregistré. Donc, il sera disponible pour les membres de Cheval Québec qui veulent le revoir ou d'autres qui voudraient revoir certaines choses ou des amis à vous qui voudraient le regarder en particulier. Et ce webinaire-là pourrait être considéré comme une heure de perfectionnement si vous en avez besoin. Alors, il s'agit de nous contacter pour obtenir la confirmation. Donc, merci beaucoup à tous. Il y a beaucoup de merci sur le chat. Merci, ce fut très intéressant, etc. Alors, bonsoir tout le monde et merci encore d'avoir participé. Merci à tous. Maître Poirier. Merci à René de m'avoir donné l'opportunité. Merci à l'équipe de Cheval Québec, naturellement. Et merci à tous d'avoir été à l'écoute et bien branchés. Bonne soirée. On aura aussi un autre webinaire prochainement. Suivez les informations. On va vous donner de l'information et il aura lieu dans un mois, toujours par Maître Poirier qui présentera un autre sujet qui touche les chevaux. Alors, merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.